COVID-19 is a global challenge which ultimately asks for global scientific and technological solutions. At Technion, we have already started to direct the brainpower of our faculty to addressing these challenges. We really need to take this virus very seriously, and more for the safety of the community at large, in particular those that are compromised within the community. What we did, and this is a joint team of Rambam Medical Center and the Technion, is to show that we can use a current detection method for coronavirus and even the current equipment, yet with much increased screening capacity. My lab and I have teamed up with Rambam Hospital and a couple of friends from Boston to develop a rapid and simple diagnostic test to be performed at home. The idea is to use your saliva to test whether you're positive or negative for COVID-19. Negative would be pink, positive would be yellow. In my lab, we harness thermal imaging together with machine learning techniques to monitor the body temperature and breath patterns of subjects from afar. This system is already operational and is located at the Beilinson Hospital here in Israel. We invented a technology, a feed, that boosts the immune system of animals and protects them against viral diseases. We understand how the virus works. We understand where we can actually attack the virus to stop its progression inside the body. We hope to prove that actually our ghosts can entrap the particle of the viruses and serve as a decoy and actually clean the lung from the virus, or at least most of the viruses that try to infect. We're developing a novel pulmonary drug delivery platform. It's called liquid foam therapy, or LIFT. Now, LIFT is potentially a game changer in respiratory therapy. Its first application is for acute respiratory distress syndrome, or ARDS. ARDS is the leading cause of death in severe COVID-19 patients, and there are no cures available. LIFT will potentially be the next rescue therapy. The concept behind this regenerative mask is actually to put the oven inside the face mask and actually hook it to a phone charger, which we have, all of us. This invention actually allows you to reuse your mask over and over again. MayaSticker was developed at Faculty of Mechanical Engineering. We are upgrading the surgical mask with the MayaSticker, which is attached to the outer surface of the surgical mask. And the MayaSticker consists of two elements, nanofibers and biocidal agent. We hope that soon most of the world is going to use the MayaStickers, which was developed at the Technion. Looking forward, I see the role of this greenhouse canopy much larger than right now just fighting the coronavirus. And I think it's going to be a gold standard in every hospital, so to have several of these greenhouse canopies, even much after that coronavirus is not the main threat of the world. We used a system that is based on this manifold. The air going out from this manifold from the forehand in an angles that are changing toward the sides, so better protecting the face, adding protection to the face using this filtered air, using a blower. Here we develop materials that can limit the spreading capabilities of the coronavirus. So we develop special polymers that they can spread them in the different surfaces and can limit the spreading capabilities of the virus, thus can kill it and stop this pandemic and limit it as maximum as possible. So what is the product that we developed? First of all, the robot can deliver food and medical cargo up to 30 kilograms. It has a rechargeable battery up to 10 operational hours and easy operation. We've developed a simulator that allows policymakers
as well as the general public to assess and compare different intervention steps taken to address COVID-19. For example, assess the impact of closure of schools and so on. In this research, we harness our previous work on sewer systems, and what we are developing is a smart surveillance and early warning system for corona epidemic spreading. Looking up the sewer system, we can track hotspots of corona morbidity. We can give decision makers the much needed information where to invest the efforts, either to quarantine or to treat the population. Bonjour à tous, je suis Valérie Sabat, directrice générale du Technion France, la représentation française du Technion Israel Institute of Technology, et je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire de rentrée dédié à la mobilisation du Technion contre le Covid-19. Je vous rappelle que la santé est un pôle majeur au Technion et au-delà des recherches habituelles et nombreuses, 50 laboratoires se sont mobilisés ces derniers mois dans la lutte contre le Covid-19, tâchant d'apporter des solutions innovantes en matière de diagnostic, de traitement, de recherche vaccinale et de protection des soignants. Deux professeurs remarquables vont prendre la parole ce soir. Le professeur Josué Snitman et le professeur Joachim Béard, qui travaillent tous deux au sein de la faculté de génie biomédical du Technion. Le professeur Josué Snitman, accompagné du docteur Jan Ostrowski, a développé une méthode innovante qui pourrait considérablement améliorer l'efficacité des médicaments existants pour traiter le syndrome de détresse respiratoire aiguë, caractéristique notamment des cas graves de coronavirus. Il va vous en dire un peu plus dans un instant sur cette technologie dénommée LIFT. Au moment de sa nomination, Joachim Béard, quant à lui, est le plus jeune professeur du Technion et français. Depuis maintenant 2 ans, avec passion, il enseigne l'intelligence artificielle à visée médicale et mène des projets de recherche au sein du prestigieux laboratoire AIM Lab. En plus des sujets de recherche habituels, l'équipe de Joachim travaille sur des projets visant à apporter des solutions basées sur l'intelligence artificielle dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. L'un d'eux consiste à développer une boîte à outils qui aidera à analyser les informations transmises par les oxymètres, qui sont ces appareils qui mesurent le taux d'oxygène dans le sang. C'est avec beaucoup de plaisir que nous leur donnons la parole. Nous savons à présent à quel point la science est importante. Nous savons à quel point il faut lui donner les moyens de réussir, soutenir les laboratoires, les professeurs, les chercheurs, anticiper les pandémies à venir, favoriser l'interdisciplinarité. J'invite les participants à poser leurs questions sur l'espace dédié et je sélectionnerai un certain nombre de questions que je poserai à nos professeurs à la fin de leur présentation. Avant de commencer, je voudrais vous citer quelques mots du président Uri Sivan, président du Technion. 2020 est une année de vision avec des défis uniques, une somme vertigineuse de possibilités futures. Face à l'urgence de la pandémie mondiale de Covid-19 et la nécessité de réponses immédiates, le Technion a fait preuve de réactivité, flexibilité, adaptabilité. 2020 est une année difficile, mais c'est aussi une année au cours de laquelle nous célébrons la résilience et le potentiel de l'humanité. Je vous souhaite un bon webinaire et je donne immédiatement la parole au professeur Josué Snitman. Merci beaucoup Valérie, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux auditeurs. Tout d'abord, un grand merci pour cette invitation. Je vais peut-être donner un petit peu un contexte dans lequel la recherche effectuée et présentée là, entre autres dans la vidéo, se situe. Donc, moi, ça fait
Ça fait exactement 10 ans que j'ai atterri en Israël. J'ai fait mon alia l'été 2010, vraiment, il y a 10 ans. J'ai un parcours un petit peu atypique. Je suis né en France et mes parents sont nés en France. Et quand j'étais un petit garçon, mes parents ont quitté la France. J'ai grandi aux États-Unis avant de en fait, me retrouver en Suisse. Donc, je suis franco-suisse et israélien depuis que j'ai fait mon alia. J'ai une formation d'ingénieur de domaine génie mécanique. Et en fait, ma carrière n'était pas du tout, mais alors vraiment pas du tout portée sur le domaine pulmonaire. Mais j'avais un rêve d'enfant, c'était de en fait fonder une... Je le dis avec un sourire, mais c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. Mais essentiellement, moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment faire du design de voitures de course. Alors, on peut se demander, mais quel rapport avec tout ça? Et ben, en fait, ce qui me plaisait, c'était tout ce qui était à voir avec l'aérodynamique, c'est-à-dire la physique sur le mouvement de fluides. Et donc, l'air n'est autre qu'un fluide. Et quand on respire, en fait, ça répond en partie à des principes de physique. Et j'ai eu un moment où il a fallu que je choisisse un petit peu dans quel domaine j'allais me plonger. Et jusqu'au début de mon doctorat, après avoir fait mon premier cycle aux États-Unis, donc j'étais en train de démarrer à travailler dans des souffleries pour des études d'aérodynamique, pour de la Formule 1. Et j'ai eu une décision comme ça où je me suis dit, non, mais je ne peux pas me voir faire ça toute ma vie. Et donc, je n'avais pas tellement envie d'abandonner le rêve, enfin ma curiosité pour la physique des mouvements des fluides, donc de l'air. Et je me suis dit, moi qui n'aimais pas du tout la biologie, eh ben, je me suis dit, je vais essayer de trouver un domaine dans la médecine où je peux appliquer ça. Et je me suis retrouvé plus ou moins à avoir un choix à faire. C'était grosso modo soit partir dans le domaine cardiovasculaire, mais je ne venais pas du tout du domaine. Et il y avait des pontes vraiment établies depuis des décennies. Je me suis dit, j'aurais aucune chance là. Et j'ai fait un choix absolument pragmatique, mais depuis, je suis tombé amoureux de ça. C'est donc de m'aventurer dans le domaine pulmonaire. Et donc, une grosse partie de ma carrière au démarrage était vraiment portée dans le domaine des aérosols, l'inhalation de médicaments. Et il y a à peu près 3 ans, donc ça fait déjà longtemps, il y a à peu près 3-4 ans, j'ai eu un doctorant, donc le fameux Jan Ostrowski, qui, hors sujet, donc ce n'était même pas le thème de sa thèse, a commencé à se poser la question comment est-ce qu'on peut adresser le problème de la thérapie pour le syndrome respiratoire aigu, donc le fameux SDRA, le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Parce qu'il s'avère que ce n'est pas du tout un nouveau syndrome. Il est connu depuis au moins 50 ans. Et une des choses, c'est qu'il passe souvent sous le radar parce que c'est ce qu'on appelle en anglais un syndrome orphelin. Il n'y a pas tellement de gens sur la planète Terre qui en souffrent. On parle généralement aux États-Unis et dans l'Union européenne, chacun peut-être quelque chose comme 100 000 cas par an, 200 000 cas par an. Donc c'est loin derrière les cancers, les problèmes cardiovasculaires, les arrêts cardiaques, etc. Mais là, bien sûr, on s'est retrouvé face au Covid. Et comme j'imagine de nombreux auditeurs le savent déjà, la raison principale pour laquelle les gens meurent n'est pas le virus en soi, mais bien sûr les dégâts causés par le virus. Et un des premiers dégâts causés par le virus, c'est bien sûr une forme de pneumonie aiguë qui se transforme essentiellement en ce fameux SDRA, donc ce syndrome. Alors, il y a des variantes, bien sûr, tout syndrome ne se ressemble pas, mais néanmoins, il y a des traits communs à travers le classique, ce syndrome classique qu'on connaît depuis 50-60 ans, et les formes qu'on voit actuellement avec le Covid-19. Donc, les gens qui meurent du Covid-19 sont à un stade où ils sont ventilés artificiellement avec des machines. Comme on a pu le voir, généralement, on administre essentiellement juste de l'oxygène. Ils sont anesthésiés. Donc, c'est des cas très, très graves. C'est-à-dire les poumons ne fonctionnent pas d'eux-mêmes. Alors, on a beaucoup parlé dans la presse de différents essais de thérapie. On a parlé par exemple du dexaméthasone, qui est donc un anti-inflammatoire, qui a l'air de faire
certains éléments miraculeux pour essayer de décroître donc cette fameuse inflammation massive, hein. C'est ce qu'ils appellent une tempête de cytokines. Donc, c'est ces agents inflammatoires qui inondent les poumons. Mais il faut bien être conscient, le SDRA chez l'adulte n'a aucune thérapie pharmacologique. Alors, où est-ce qu'on rentre en jeu? Et ça remonte il y a 2017 quand l'idée est venue. La chose ici qui est bizarre, mais en même temps une source d'inspiration, c'est qu'il y a un syndrome similaire chez le nouveau-né. Donc, le syndrome respiratoire chez le nouveau-né a certaines particularités qui sont communes. L'une d'entre elles, qui est maintenant mieux comprise dans le cas du SARS-CoV-2, donc du Covid-19, c'est qu'essentiellement le surfactant pulmonaire, qui est absolument essentiel à la vie, sans surfactant à l'intérieur des poumons, donc ce liquide qui a certains aspects comme un savon, si vous voulez, et ce savon a des caractéristiques physiques qui permettent d'alléger, de réduire la force musculaire qu'on a besoin d'exercer pour ouvrir nos poumons, eh bien, les cellules ne peuvent plus le sécréter. Et c'est très problématique parce que sans ça, on n'a pas la force d'ouvrir nos poumons. Et si on ne peut pas ouvrir nos poumons, donc on ne peut pas se ventiler. Donc, ça en viendra au problème d'oxymétrie. Il n'y a pas d'oxygène dans notre sang. Donc, une des raisons pour laquelle on est obligé de se retrouver sur un ventilateur, une des raisons pour laquelle il faut donner des doses accrues d'oxygène. Maintenant, chez l'enfant, chez le nouveau-né, la technique est d'utiliser un surfactant exogène, c'est-à-dire on le prend généralement d'animaux, par exemple de vaches, et il est instillé, c'est-à-dire on prend une seringue et on injecte directement ce surfactant à l'intérieur des poumons du nouveau-né. Et ça marche à merveille, c'est assez incroyable, c'est miraculeux même, c'est-à-dire qu'on sauve pratiquement 100% de tous les nouveau-nés qui souffrent de cette variante du syndrome aigu respiratoire, et ça marche à merveille. Bien sûr, c'est invasif, il ne faut pas penser que c'est quelque chose de simple et qui n'est pas traumatisant. Mais entre ça et mourir, il n'y a pas de question. Maintenant, cette technique ne marche simplement pas chez l'adulte. Alors, beaucoup de théories sur les 10 dernières années, 20 dernières années, ont été poussées pour se demander pourquoi ça marche chez le nouveau-né et ça ne marche pas chez l'adulte. Est-ce une question de dose? Y a-t-il des traits caractéristiques pharmacologiques qu'il faut prendre en compte? Comme c'est un syndrome, et c'est tout là le problème, ce n'est pas une maladie qui a une raison d'être. Donc, c'est très, très compliqué d'adresser ce problème. L'idée qui est venue chez nous, et je la dois vraiment à Yann, j'ai peut-être été là pour donner l'élément, la sphère, l'environnement adéquat, mais c'est vraiment son invention, c'est qu'il s'est dit peut-être une des hypothèses qui pourrait transformer la donne, c'est qu'en fait, quand on prend un nouveau-né qui fait moins de 2 kg, même 1 kg, je peux vous dire, les poumons, si vous ne l'avez jamais vu, ils ont plus ou moins toute la taille d'une phalange. Voilà la taille d'un poumon. Alors, quand vous injectez un liquide dans un volume qui fait plus ou moins ma phalange, bien sûr, c'est assez facile de distribuer ce liquide, le fameux surfactant. Maintenant, vous prenez mes poumons, et je ne suis pas un homme particulièrement grand, mais vous voyez bien à l'écran qu'entre ma phalange et ma poitrine, il y a une énorme différence. Et ça, son hypothèse était là, qu'il y a un problème tout simple de distribution du surfactant. Si on n'est pas capable d'amener le surfactant à travers 100 mètres carrés d'alvéoles, parce que c'est la surface pulmonaire, il n'y a aucune chance que ça marchera. Et donc, une des raisons pour lesquelles probablement ça ne marchait pas chez l'adulte quand on faisait ces injections de surfactant, c'est qu'en fait, le surfactant, comme quand vous ouvrez le robinet, le liquide il veut aller juste où la direction de la gravité va. Donc, à la place de remplir un arbre gigantesque fait de centaines de milliers de vaisseaux, si vous voulez, il va simplement aller dans les directions les plus simples. Et donc, l'idée d'utiliser directement le liquide n'était pas une option. Grosso modo, ce qu'il a fait, il s'est dit physiquement ce qu'il fallait faire, c'était trouver un moyen d'être plus léger que ça. Mais le surfactant est un savon, n'est-ce pas? Et un savon, qu'est-ce que ça aime faire? Mousser. Donc, il s'est dit, pourquoi pas, faisons une mousse du surfactant et administrons la mousse.
Et la mousse, c'est léger et ça a un grand volume. Pour la même quantité de liquide, tout à coup, vous avez énormément d'air. Et donc, en principe, ça devrait marcher. Ou en tout cas, ça nous donne peut-être une chance d'utiliser l'administration de surfactants comme thérapie pour sauver les gens dans cette détresse. Donc, ce n'est pas une stratégie pour soigner le Covid, c'est une stratégie pour éviter de mourir du SDRA. C'est deux choses différentes, parce que si on n'a aucune chance de s'en sortir du syndrome, il n'y a aucune chance qu'on s'en sortira du Covid. Donc, il faut déjà remettre les poumons en place pour qu'ils puissent se soigner eux-mêmes. Et ça marche chez le nouveau-né. Donc, on a fait ça. On avait commencé à avoir du financement européen de Bruxelles. Ça remonte déjà il y a 2 ans, 3 ans. Et avec certaines donations du Technion, donc c'était des donateurs privés. En fait. Et on a réussi à montrer, en fait, dans des modèles de SDRA de rats, qui est en fait le premier niveau pour prouver l'efficacité, et bien sûr, si la thérapie est sûre, c'est-à-dire comme quand vous entendez parler des études sur les vaccins actuellement. Avant de montrer que le vaccin est efficace, il faut montrer déjà qu'il ne va pas blesser ou causer d'autres effets. Donc, on a fait ça chez le rat et ça a marché. Et ça a marché presque même mieux que la thérapie classique qui était l'instillation de liquide. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a montré en parallèle que sur des poumons de cochons ex vivo, c'est-à-dire qu'ils étaient extraits de l'animal, avant de faire ça sur l'animal vivant, et ben, en fait, en faisant des sections des poumons, on a vu que la mousse avait l'habilité, en principe, de se disperser plus ou moins partout, à l'encontre de simplement injecter du liquide. Et donc là, à l'heure actuelle à laquelle je vous parle, ce qui est dingue, c'est que ça a été propulsé à une vitesse incroyable. Je veux dire, nous, on a fini. Il faut se dire que c'est des choses qui se font, mais complètement de façon non seulement loufoque, mais hors contrôle. On a fini nos expériences et nos conclusions sur le SDRA en janvier. Et tout à coup, on s'est retrouvé au devant de la scène au moment où le Covid s'est mis à prendre la scène internationale. Et donc là, à l'heure actuelle à laquelle je vous parle, on est en train de faire les essais, ces fameux essais de surfactants en mousse, sur des cochons vivants qui ont des poumons, donc c'est des cochons de taille adulte qui font entre 60 et 80 à 90 kilos, qui ont des tailles de poumons comme les nôtres, pour montrer qu'en principe, si on induit une version, une variante de la SDRA chez ces porcs, on est néanmoins en capacité de les sauver. Si dans les 2-3 mois prochains, ça marche, alors là, on peut revenir sur table et commencer à discuter si c'est une thérapie qui sera administrable à des patients qui sont déjà en état grave. Parce que n'oubliez pas, et c'est important que le public le sache, le SDRA, soit la version classique ou celle du Covid-19, on parle de mortalité aux alentours de 40%. Donc, on ne veut pas se retrouver sur ventilateur anesthésié dans un genre de coma induit. On ne veut pas parce que là, c'est pratiquement c'est plus ou moins un pile ou face. Donc, voilà en gros l'histoire. C'est-à-dire que le Covid-19, vu de mon laboratoire, s'est retrouvé plus ou moins par chance ou malchance, quel qu'il soit, plus ou moins à l'encontre de mon chemin, alors qu'on travaillait depuis plusieurs années dessus. Une compagnie, une start-up est sortie de mon laboratoire. Elle a été fondée il y a 2 mois, 1 mois. Elle s'appelle Neshima, qui en hébreu veut dire la respiration. Ça a pratiquement une consonance japonaise. C'était un petit peu l'idée. Et Neshima Medical en fait, prend la licence de notre brevet, donc ce fameux mousse, et plus ou moins va prendre le relais après les essais des cochons. Voilà. Donc, en gros, si un jour, dans les carnets de l'histoire, on pourra marquer une contribution de mon groupe, eh ben, j'aimerais beaucoup que ça soit sur cette histoire du SDRA, parce que si ça marche, ça peut avoir un effet énorme. Mais en tout cas, nos premiers essais ont l'air très prometteurs. Donc là, je vais vous passer le relais avec mon collègue. En fait, on est tous les deux du même département. Joachim, que je connais bien. Joachim qui a entre autres transité par la Suisse, donc on connaît un petit peu certains parcours en commun.
et il va vous donner un petit peu un autre aspect, c'est-à-dire pas l'histoire de la vie ou la mort quand on est déjà en SDRA terminal, mais qu'est-ce qu'on peut faire à une échelle beaucoup plus grande dans le monitoring et aussi cette histoire d'oxymétrie. Mais je vais lui laisser la parole. Mais merci beaucoup Valérie. Je serais content de prendre des questions s'il y en a. Merci Josué pour l'introduction. Merci beaucoup à Valérie et au Technion France, Guilla et l'équipe pour cette invitation. Alors, brièvement, bon, pour commencer un peu avec mon parcours, comme Josué est passé sur le sien, moi, donc, je suis originaire de Grenoble en France. J'ai fait mes études d'ingénieur en France, classe préparatoire et école. Et j'ai ensuite continué en Angleterre pendant 5 ans où j'ai fait mon master et mon doctorat. Alors, comment je me suis retrouvé dans ce domaine? C'est aussi une histoire intéressante, pas aussi excitante que celle de Josué, mais intéressante. En deuxième année en fait, d'école d'ingénieur, on est au moment où on se demande en quoi on veut se spécialiser. Donc, deuxième année, c'est Bac plus 4. Et donc, on nous présentait les différentes options de l'école, énergie, finance, etc., etc. Et l'une d'entre elles était l'ingénierie pour la santé ou le génie biomédical. Le professeur qui a présenté cette option nous montrait des images de scanners, d'IRM et autres. Et j'ai trouvé juste ça fou qu'on puisse, avec la technologie qu'on a, voir au travers d'individus. Donc ça m'a énormément intrigué. Et puis j'ai compris que dans ce domaine, il y avait les deux composantes qui me parlaient, c'est-à-dire les mathématiques et la deuxième, la santé, donc une application potentielle qui peut impacter positivement la vie des gens. Donc voilà comment je me suis retrouvé dans ce domaine. J'ai évolué ensuite, non pas sur le traitement d'images, mais le traitement de signaux biomédicaux, donc de signaux qu'on enregistre avec des capteurs de type oxymétrie ou électrocardiogramme pour l'activité cardiaque. Et donc, c'est ce sur quoi mon laboratoire se spécialise. Alors, je vais maintenant partager quelques slides avec vous qui vont un peu accompagner l'histoire. Donc, le type de signaux, pour donner un exemple, enfin 2 exemples même, sur lesquels on travaille, donc l'activité cérébrale ou électroencéphalogramme, et ici l'activité cardiaque ou électrocardiogramme. Alors, ce sont des signaux sur lesquels, typiquement, on peut identifier certaines maladies, ici des crises d'épilepsie chez les enfants, et à droite, sur l'électrocardiogramme, une abnormalité cardiaque, en l'occurrence la fibrillation atriale. L'idée étant que nous développons des algorithmes qui nous permettent de traiter ces signaux et d'identifier ce type de motif ou de dynamique à des fins cliniques ou à des fins de recherche plus fondamentales pour comprendre mieux la pathophysiologie de certaines maladies. Le labo ressemble à cela actuellement, nous sommes en train de le terminer. Donc, on rentre dans nos nouveaux locaux en octobre, au Acharei Achagim, après les fêtes, comme on dit en Israël. Donc, comment je me suis retrouvé à travailler sur le corona, et j'ai avec moi amené quelques-uns de mes élèves à se concentrer sur cette thématique. Eh bien, comme tout le monde, on a passé une période assez compliquée à la maison, enfermés. Et donc, pareillement, je regardais ce tableau que probablement la plupart d'entre vous ont dû ouvrir, où on regardait le nombre de personnes contaminées, décédées par jour. Et on le regardait à peu près toutes les heures, de manière un petit peu impulsive. Alors, donc, à ce moment-là, je me suis posé la question, je me suis demandé, bon, comment est-ce que je peux contribuer le savoir-faire du laboratoire dans ce domaine, dans cette lutte contre le coronavirus. Et c'est ce dont je vais vous parler. Donc, des 3 projets que nous avons entrepris, je vais brièvement les mentionner.
Alors, le premier concept pour comprendre la motivation de notre premier projet est la suivante. On peut mesurer des paramètres vitaux, tels que la fréquence cardiaque ou le pouls, de manière discrète. C'est-à-dire, par exemple, le lundi à 14 h, je mesure ma fréquence cardiaque. Le mardi à 14 h, je mesure ma fréquence cardiaque. Le jeudi à 14 h, je mesure ma fréquence cardiaque. Et on peut utiliser ces valeurs discrètes pour essayer bien de diagnostiquer ou de suivre la santé d'une personne. Maintenant, souvent, ceci masque des dynamiques beaucoup plus complexes de ces paramètres physiologiques que nous voulons suivre. Donc, dans notre laboratoire, nous nous intéressons aux enregistrements continus de paramètres vitaux, tels que la fréquence cardiaque, au cours d'heures, de jours, de semaines, à des fins cliniques. Alors, en l'occurrence, ici, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la fréquence cardiaque, mais c'est le taux d'oxygénation. Le taux d'oxygénation, c'est une valeur à laquelle on peut accéder en utilisant ce type d'appareil qui s'appelle un oxymètre à pouls. On le met autour du doigt et par transmission, il nous permet d'estimer le taux d'hémoglobine qui est oxygéné dans notre sang, le taux d'oxygénation. Alors pourquoi on s'intéresse à cette valeur, en particulier dans le cas du coronavirus? Parce que le coronavirus, comme Josué l'a expliqué, il résulte souvent en pneumonie, plus ou moins aiguë, mais pneumonie. Donc un affect des poumons et de leur fonctionnement. Et donc l'hypothèse, c'est que cet affect des poumons va se reporter, on va le voir sa signature sur les tracés d'oxymétrie patients. Alors, comment analyser ce type de données? Et c'est là où nous avons fait une première contribution avec l'un de mes élèves, Jérémy Lévy, qui est en master dans notre laboratoire. Je vais donner quelques exemples ici conceptuels. Ici, vous voyez un tracé qui est tracé d'un patient qui est en bonne santé, un peu constant, mais en général, c'est à peu près constant, au cours de plusieurs centaines de secondes, en l'occurrence enregistré pendant la nuit, pour ce qui est des tracés que je vais montrer sur ce slide. Donc, la valeur de l'oxymétrie est à peu près 98. Bon, pendant la nuit, ça peut être un peu plus bas, jusqu'à 95%. Mais rien de particulier à déclarer. Ici, sur ce deuxième exemple, c'est un patient qui a, en français, on appelle ça la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, en anglais COPD, donc une maladie pulmonaire qui se traduit pendant la nuit par des hypoxies prononcées ou aiguës qui durent assez longtemps, plusieurs ici, une centaine de secondes. Et donc, ce que j'essaye de mettre en exergue ici, c'est le fait que des maladies ou des dysfonctionnements respiratoires se traduisent par certains motifs sur l'oxymétrie. Ici, on voit un autre exemple qui est celui de l'apnée du sommeil, donc qui est une maladie du sommeil où on s'arrête de respirer de manière répétitive pendant la nuit, la trachée se relâchant. Et ici, on a des saturations d'oxygène qui sont plus courtes, mais aussi prononcées et répétitives. Finalement, un dernier exemple, ce qu'on appelle en anglais le overlap syndrome, qui est en fait l'addition de A et D, c'est-à-dire un patient qui a la bronchopneumopathie chronique obstructive et l'apnée du sommeil, donc une longue désaturation, une longue hypoxie avec à l'intérieur des courtes désaturations typiques de l'apnée du sommeil. Encore une fois, l'idée, c'est qu'il y a des motifs ou une certaine dynamique dans ces signaux d'oxymétrie que l'on peut arriver à caractériser de manière statistique. Alors, ensuite, quoi faire avec cette caractérisation? Eh bien, ensuite, l'idée est d'utiliser l'intelligence artificielle pour arriver à
identifier, donc dans le cadre du diagnostic, identifier des patients avec le coronavirus, ou alors identifier des patients qui ont un coronavirus bénin, mais qui potentiellement se dirigent sur une trajectoire donc, négative dont la santé se dégrade, auquel cas on voudrait prédire ce type de dégradation. Alors nous avons montré dans le laboratoire, dans le cadre de la bronchopneumopathie chronique et l'apnée du sommeil, que nous pouvions faire ce type de diagnostic à partir des tracés d'oxymétrie. Et on a montré ça sur des milliers de patients. Nous avons développé un logiciel pour faire ce type d'analyse. Donc, ce logiciel a été complètement créé pour ce type d'analyse. Sans petit problème de vidéo, pas grave. Donc, ce logiciel, en fait, nous permet d'analyser les tracés d'oxymétrie, de dériver les biomarqueurs, les marqueurs digitaux que nous avons implémentés pour caractériser la dynamique de ces signaux ou identifier certains motifs spécifiques. Alors, où en est-on? Nous en sommes au stade où nous avons développé les outils d'analyse et nous sommes en train de travailler avec l'hôpital Rambam pour accéder à des tracés maintenant de patients corona. En premier lieu, donc des patients qui sont en soins intensifs, puisque dans ce cadre-là, leur taux d'oxygénation, oxymétrie est enregistré de manière continue. Donc là, quelques minutes vraiment avant le début de cette conférence, mon étudiant m'a écrit et il m'a dit « c'est bon, on peut hacker les moniteurs ». Donc, on est sur la bonne voie pour avancer et obtenir ce type de données et appliquer notre technique, nos algorithmes et notre technique d'analyse à ce type de données. Nous avons un autre projet qui nous intéresse pour le plus long terme. Nous essayons de lever des fonds, d'écrire des bourses pour le mettre en place. Celui-ci s'intéresse à l'analyse des patients donc, qui ont guéri du corona, mais on sait qu'aujourd'hui, ils ont, en tout cas certains, ont des conséquences sur le long terme négatives. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à comprendre sur l'évolution de ces patients qui ont guéri du coronavirus. Nous voulons donc mettre en place des essais cliniques avec aussi l'hôpital Rambam à Haïfa pour suivre ces patients pendant 1 an de manière continue en utilisant ce type de capteurs ou wearables pour enregistrer leurs signaux vitaux et faire ce même type d'analyse que nous avons montré pour l'analyse d'oxymétrie. Enfin, un mot sur la deuxième étude qui est en cours et où nous espérons avoir des résultats très bientôt. Alors, il n'y a pas de belle image très illustrative, donc je vais reprendre la vidéo en pleine. Sur ce deuxième projet, nous avons travaillé depuis maintenant à peu près 4 mois ou plus à constituer une base complète des biomarqueurs ou des données enregistrées pour tous les patients corona à l'hôpital Rambam. Donc, nous avons ce qu'on appelle leur medical record, leurs données médicales depuis leur hospitalisation et pendant tout leur séjour à l'hôpital. Cette base donc a pris un peu de temps à constituer, mais elle est maintenant effective et nous analysons depuis 2 semaines les données de ces patients versus les données de patients influenza, c'est-à-dire qui ont la grippe, avec la direction de recherche qui est d'essayer d'identifier des biomarqueurs qui nous permettraient de rapidement pouvoir faire un triage entre les patients corona et les patients qui ont la grippe. Et ça, pour l'hiver prochain, l'hiver qui arrive vraiment, et aider donc le personnel médical qui auront à faire face au corona et à la grippe pendant cette période prochaine. Alors pour conclure,
Je vais repasser l'écran une seconde. Repartager l'écran une seconde. Voilà, je vous présente mon laboratoire, l'équipe qui maintenant est constituée depuis 1 an et demi. Donc le laboratoire existe depuis 1 an et demi, qui est constitué d'à peu près une moitié de Olim Hadashim, ou nouveaux immigrants, majorité francophones, français ou suisses, et l'autre moitié d'Israéliens, donc Sabra, on peut dire ça comme ça. Sur cela, je vous remercie pour votre attention et je serai heureux de répondre à vos questions. Merci. Merci à tous les deux pour vos présentations. Merci beaucoup. Nous allons dorénavant répondre à quelques questions qui nous ont été posées online par les participants. Et j'ai relevé notamment une question qui, je pense, vous concerne tous les deux, Joachim et Josué. Donc, vous travaillez tous les deux sur des aspects liés aux problèmes respiratoires générés par le Covid notamment. En quoi vos travaux de recherche sont-ils complémentaires? Tu veux commencer, Josué? Tu veux que je prenne la parole? Entendu. Elles sont complémentaires, à mon avis, d'une façon très directe et c'est très simple. Joachim, il cherche quand même à prendre le relais de la situation où on a fait une manœuvre de rescousse. Donc, la fin de mon travail actuellement, ou en tout cas, le but de notre thérapie actuelle, du remplacement du surfactant, n'est vraiment qu'une question de sauver une vie. Maintenant, comme il vous l'a expliqué, et vous l'avez sûrement peut-être entendu récemment dans la presse, et entre autres, c'est sorti cette semaine, les gens qui ont souffert du Covid-19 et en particulier du syndrome du SDRA souffrent de séquelles post-Covid, si vous voulez, qui peuvent aller du très simple au vraiment très lourd. Et le problème est que c'est quelque chose qu'il faut vraiment, qu'on ne comprend pas très bien. On le savait déjà depuis longtemps pour le syndrome de déficience respiratoire, mais il y a quand même des particularités maintenant avec le Covid en lui, parce que d'autres organes, d'autres éléments médicaux de santé sont affectés et sur des durées qui sont potentiellement longues, si ce n'est très longues. Et ça commence à sortir ça. Donc là, c'est déjà hors de mon registre. Je pense que Joachim, tu es en meilleure position pour ajouter quelque chose là-dessus. Alors déjà, bon, pour prendre la question de Valérie, nous, dans mon laboratoire, on est intéressé, notre savoir-faire, c'est sur le diagnostic. Donc, on veut arriver à identifier les patients qui sont soit contaminés, soit qui vont mal évoluer. Mais on ne peut pas les soigner. Donc là, on arrive à Josué qui développe un traitement. Par contre, on essaye de les identifier suffisamment en amont ou une dégradation suffisamment en amont pour éviter qu'ils arrivent dans des états critiques où il faut arriver à des traitements assez drastiques. Pour ce qui est du suivi sur le long terme, donc c'est le cas d'un projet qu'on aimerait ouvrir, que j'ai brièvement mentionné. Effectivement, les complications du corona commencent à être connues, où il y a des publications qui sortent dessus, et c'est compliqué. Donc on aimerait, nous, pour contribuer à cette compréhension, voir à comment en développer des moyens pour suivre ces gens qui ont guéri du corona mais qui ont potentiellement des complications. Donc, les suivre une population qui a survécu pendant 1 an et décrire vraiment leur trajectoire, si on peut dire physiologique, pendant cette période et arriver à éventuellement prédire, comprendre déjà ce qui se passe et prédire si ils évoluent de manière grave, auquel cas pour les amener à l'hôpital pour des soins plus intensifs. Donc la complémentarité aussi un autre point de complémentarité avec Josué, c'est que
nous, nos techniques peuvent être utilisées pour supporter la thérapie de Josué, au sens où comprendre si bien le traitement a été effectif en regardant si les taux d'oxymétrie et la dynamique d'oxymétrie revient à des choses à peu près normales après avoir donc, utilisé le traitement LIFT. Entendu. Alors, une autre question que j'ai relevée qui s'adresse, je pense, plus particulièrement à Josué. La technologie LIFT s'applique-t-elle uniquement au syndrome de détresse respiratoire aiguë ou peut-elle éventuellement convenir dans le cadre d'autres problématiques pulmonaires? Alors, l'idée de base, elle a potentiellement des ramifications beaucoup plus larges. Quand Yann a inventé et a pensé à cette thérapie, en fait, ce qu'il a vite compris, c'est le potentiel d'utiliser cette mousse. Eh bien, en fait, ça serait une façon d'apporter directement au poumon énormément de thérapies potentielles qui ne sont généralement pas ou peu efficaces quand elles sont injectées dans le sang. Par exemple, je donne un exemple tout bête, mais c'est peut-être celui qui est le plus en ligne avec de la science-fiction actuelle. Mais il y a énormément de discussions sur les thérapies à base de cellules de souche, entre autres même dans le Covid. Maintenant, pour apporter des cellules souches dans les poumons, c'est assez compliqué parce que quand on essaye de passer par le sang, les cellules sont grosses et elles bloquent les capillaires. Donc, une des idées un petit peu farfelue, mais qui a potentiellement énormément de ramifications pour plein d'autres maladies respiratoires, parce qu'un des très gros problèmes dans le domaine respiratoire, c'est qu'à la différence de plein d'autres domaines médicaux et de santé, les poumons sont le domaine qui a plus ou moins eu le moins de thérapies qui ont été commercialisées et à disposition des gens sur la dernière demi-décennie. Il y a très peu de nouvelles drogues pulmonaires. Alors donc, quand même, on est à l'affût d'essayer d'amener des nouvelles choses pour essayer de soigner la fameuse maladie chronique dont Joachim a évoqué. Vous avez même montré ce tracé un peu bizarre. C'est une maladie, au mieux, où on a des thérapies palliatives. C'est vraiment tragique. Ça figure parmi je pense que c'est dans les 3 premières causes de mortalité au monde. Cette fameuse maladie chronique pulmonaire, de le fameux COPD qu'il a évoqué. Là, potentiellement, on aurait vraiment des nouvelles voies d'administration thérapeutique directement dans les poumons et pas juste l'utilisation d'aérosols qui est en fait très limitée dans les doses et dans l'efficacité. C'est un gros problème dont on ne discute généralement que très peu dans le public, car en fait l'inhalation de thérapie n'est pas un moyen très efficace en fait d'apporter des médicaments dans les poumons. Mais c'est une autre discussion. Voilà. Entendu. Alors j'ai d'autres questions qui arrivent en direct. Je pense également pour Josué. Quand pensez-vous initier la phase clinique avec le surfactant sous forme gazeuse donc, et avez-vous déjà une idée des centres qui pourraient s'y intéresser? Alors, en fait, la relève sera prise probablement par notre compagnie, là, mais essentiellement, et en tant que scientifique, c'est un sport très dangereux que de se prononcer trop tôt. Déjà, je ne peux pas vous promettre que la thérapie va marcher. Il y a une bonne chance que ça ait un parcours et que ça puisse faire quelque chose, mais c'est trop tôt pour vous le dire. Maintenant, si, dans le meilleur des mondes possibles, et si ça marche, actuellement, le plus tôt, vraiment, dans le calendrier auquel on pourrait vraiment rêver de voir ça approuvé donc par des comités nationaux, internationaux, comme dans des hôpitaux spécifiques, parce que là, quand on passe chez les humains, c'est quand même quelque chose d'autre. Je pense que ça ne serait pas avant le début de 2021. Donc, je pense qu'il nous faut au moins 4 mois, quelque chose comme ça. Ce serait vraiment le meilleur cas possible. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Et là, ça serait pour des cas très particuliers. Donc, c'est des gens qui n'ont aucune alternative.
C'est des thérapies de fin, si vous voulez, qui sont administrées quand il n'y a aucune autre solution. Et ça, ce n'est pas avant le début de 2021, dans le meilleur des cas. Entendu. Une dernière question, deux questions assez similaires pour Joachim, je pense. Quel est l'intérêt de diagnostiquer un patient Covid-19 en mesurant sa saturation en oxygène par rapport à d'autres méthodes de diagnostic? Et également une question un peu similaire, comment le système d'oxymétrie peut aider les patients atteints de syndrome de détresse respiratoire aiguë? Alors, pour la première question, disons que déjà, l'application potentielle, elle est à 3 niveaux, au moins. Le diagnostic, le prognostic, donc pour les patients qui sont atteints mais bénins, et donc pouvoir prédire s'ils vont évoluer vers un statut plus sévère. Et la troisième, c'est en soins intensifs, donc poursuivre la trajectoire des patients qui sont graves déjà, donc comme outil de monitoring, de suivi. Dans le cadre du diagnostic, donc de la question qui a été posée, il faut savoir que les tests de PCR qui sont faits sont sensitifs à, je crois, c'est 70% ou quelque chose comme ça. Donc, ils ratent des cas, puisque ce qui est estimé, c'est la viral load, c'est la quantité, entre guillemets, de virus. Il y a des cas qui passent au-dessus ou en dessous de la limite, on va dire, donnée. Donc, il y a des travaux qui s'intéressent à trouver bien des moyens alternatifs ou meilleurs de diagnostic. Donc, c'est une possibilité pour le diagnostic d'utiliser la saturation en oxygène. Je vois plus, moi, son application dans les deux autres cas, c'est-à-dire le prognostic et le suivi, soit en soins intensifs, soit sur le long terme des patients qui sont rétablis. Mais dans les 3 cas, il y a un potentiel bon. Le rationnel est là. Et donc, on est en train d'explorer ces différentes alternatives, vraiment en fonction des datas, des données auxquelles on peut accéder. Là, en l'occurrence, on va pouvoir accéder à celles de soins intensifs, puisqu'elles sont enregistrées en continu. Et on peut un peu hacker les moniteurs pour y accéder. Pour estimer la faisabilité de diagnostic avec notre type d'algorithme, il faudrait donc faire des essais cliniques, enregistrer des données en plus de celles qui sont enregistrées en pratique médicale. Et donc là, on essaye de lever des fonds pour ça, mais encore une fois, tout ça dépend de fonds qu'on a pour mettre en place ce type de projet. La deuxième question, je ne sais plus. Assez similaire. Comment le système d'oxymétrie peut aider les patients atteints de syndrome de détresse respiratoire aiguë? Il peut les aider probablement pour suivre leur statut, entre guillemets, et éviter d'arriver dans des stades, on va dire, graves, donc à l'hôpital. Essayer d'alerter les gens avant que quelque chose de négatif arrive, par exemple. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment passionnant, des sujets très importants, des présentations vraiment passionnantes, tout en étant accessibles à tous. Et je vous en remercie. C'est la fin de notre webinaire de rentrée. Un grand merci à tous pour votre participation. Vous pouvez retrouver le webinaire en vidéo sur notre site internet technionfrance.org. Également, nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir, merci. Merci à vous. Au revoir.